Bonjour, je suis Lorella Issa-Prinçon, je suis conservatrice du patrimoine et je suis née en Guadeloupe, je suis née aux Abîmes, mais ma famille est de Sainte-Anne et du Moule, donc j'ai grandi entre ces trois communes essentiellement. Et j'ai fait toute ma scolarité aux Abîmes, à part une année de maternelle en France, à Paris, en région parisienne. Et après le bac, donc je suis partie étudier à Paris, une classe préparatoire littéraire, puis l'école du Louvre et la Sorbonne en histoire et en histoire de l'art. Alors c'est vrai que je grandis dans une île où il y a à l'époque pas réellement de musée qui fonctionne, hein. Il y a le musée Edgar Clair mais qui est pas encore ce qu'on peut attendre d'une institution musée. Donc tout ça est très très embryonnaire en Guadeloupe entre le moment où je grandis et mon bac. Et du coup ma mère a tendance à penser que c'est justement cette année-là qu'on a passé à Paris quand j'avais 4-5 ans, où elle nous a amenés, ma soeur et moi, au Louvre tous les mercredis. Et elle pense que c'est ça parce qu'aussi elle est directrice d'école maternelle et que donc pour elle tout se passe avant 5 ans. Et elle pense que ça a dû jouer un rôle assez important plus tard en fait dans mes choix. Et puis l'autre chose aussi, c'est que l'esthétique c'est vraiment quelque chose qui était très important dans ma famille. Ma grand-mère était couturière, mes tantes, ma mère discutaient énormément de tissus, de goût, de textile. Donc je pense que mon goût en fait pour l'esthétique, il est d'abord passé par ce rapport au textile. Et vraiment tous les mercredis après-midi, on nous amenait, mes cousines et moi, à Pointe-à-Pitre, d'ailleurs tous les mercredis matins. Et mes tantes et ma mère faisaient tous les magasins de tissus, nous traînaient dans tous ces magasins de tissus. Donc c'est une première formation de l'œil, et puis toutes ces conversations qui tournaient qu'autour de ça en fait entre elles. C'est cette première formation qui vraiment m'a amené à ces questions esthétiques. Et quand j'arrive à Paris, c'est pas du tout pour partir sur ce type de formation en réalité. Et en Hippocagne, en classe préparatoire littéraire, on me propose de faire l'étude d'un tableau au choix. Et donc moi je choisis un Watteau. Et c'est vrai que l'exercice me plaît profondément alors que je me suis énormément ennuyée en Hippocagne. C'est le seul moment où vraiment ce que je fais me plaît et du coup je commence à m'intéresser à tout ça. Alors moi quand j'arrive à l'école du Louvre, j'ai envie, alors on a un tronc commun, on étudie l'histoire de l'art de la préhistoire jusqu'au XXe siècle, mais on doit aussi choisir une spécialité. Et moi évidemment j'ai envie de me tourner à ce moment-là vers quelque chose qui me ramène à la Caraïbe. Mais à l'époque il n'y avait absolument pas d'archéologie amérindienne d'étudier à l'école du Louvre, c'est arrivé plus tard, bien plus tard, et ça n'était étudié qu'à l'université. Et en même temps, l'été qui précède, moi je suis rentrée en Guadeloupe après l'année de classe prépa et mon oncle et ma tante étaient partis à Washington et ils ramènent des catalogues d'expositions et notamment une brochure. Ils étaient allés au Musée national d'art africain. Et je découvre l'art africain par ses catalogues, par ses brochures et une petite statue de Côte d'Ivoire, une statue baoulée, un blolo blanc du musée national d'art africain de la Smithsonian. Et c'est vraiment l'entrée sur un monde en fait, un monde qui m'était complètement étranger parce que l'Afrique jusque là, quand on nous en parlait ici, on nous en parle de façon assez négative. Et jamais on nous avait, en tout cas à mon époque,
on avait fait le lien, on nous avait initié en fait à cette création artistique. Et donc du coup, quand je m'inscris à l'école du Louvre, c'est évidemment en art africain, parce que c'est vraiment tout un monde en fait qui s'ouvre. Et donc après tout mon parcours, ce qui va me motiver, ça va être d'en apprendre plus sur ces collections-là, sur tout le continent. J'ai pas du tout envie, à aucun moment je n'ai eu envie de me spécialiser, comme la plupart en fait des étudiants en art africain le font, sur une région, un type de création. Voilà. À l'époque on disait un canon, une ethnie. Moi j'ai vraiment envie de tout savoir sur ce continent, sur la création plastique sur ce continent, et je vais du coup chercher à accumuler les expériences pour en savoir plus. Très vite, ce que me propose la France ne me suffit pas dans ce domaine-là, parce qu'on est dans les années 90, c'est qu'il n'y a pas encore Branly, on a le Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie. J'ai la chance d'avoir un professeur d'ailleurs extraordinaire aussi, qui est une entrée aussi sur l'art africain tout à fait exceptionnelle, qui est Étienne Féot, qui vraiment avait cette façon de nous apporter les œuvres et de nous permettre de les regarder différemment, voilà, qui est aussi fondamental dans cet amour que tous ces étudiants vont développer pour ces collections africaines. Et puis je commence évidemment à lire énormément, et je me rends compte que les Américains ils travaillent différemment sur ces collections-là, et donc je pars faire un stage à Washington, dans ce musée où il y a cette statue qui était ma première rencontre avec l'art africain. À cette époque-là, je suis pas du tout expérimentée, je suis je sais pas ce qui correspond maintenant, enfin 3e, 4e année, et donc j'ai pas du tout normalement de titre à avoir ce stage, mais je vais harceler ce conservateur pendant 9 mois, où je vais l'appeler toutes les semaines dans un anglais très approximatif, et en fait il parle français parce qu'il a vécu, c'est quelqu'un qui avait vécu 20 ans en Côte d'Ivoire, mais jamais il va le dire, donc du coup moi je l'appelle, à chaque fois je laisse des messages incompréhensibles sur son répondeur, et puis il va finir par céder et me proposer ce stage, et évidemment c'est un autre déclic, et donc je vais construire un parcours comme ça, vraiment à la recherche de ce savoir, de cette connaissance autour de ces collections-là, que je vais construire au fil des années, et la première expérience fondamentale, c'est quand je vais être commissaire d'une exposition au Musée des Cultures du Monde en Suède, à Göteborg. Donc c'est l'exposition, ça fait partie des expositions inaugurales de ce musée, qui ouvre en 2004. Donc on va me confier un commissariat, c'est un premier commissariat, 1700 mètres carrés d'exposition. Et ça, c'est une très grande confiance que me fait à ce moment-là la directrice de l'institution, Jette Sandal, qui est une Danoise. Et donc c'est une équipe aussi très internationale, de Danois, de Néerlandais. Et je vais apprendre énormément avec notamment la directrice adjointe du musée d'ethnologie de Leyde, Agnès van de Sande. Donc c'est aussi beaucoup de rencontres sur des parcours et de gens qui vont m'aider à construire ce parcours, qui vont être intéressés par la vision que j'aurai de ces collections, ce que j'ai envie de leur faire dire. Et dans cette exposition, on travaille évidemment sur les collections du musée qui ont un siècle, mais on travaille aussi avec beaucoup d'artistes. Donc il y a une exposition dans l'exposition, il y a un parcours en fait d'art contemporain, polyphonie. Donc l'exposition c'est Horizon, Voices from a Global Africa, et à l'intérieur il y a un parcours où là aussi on fait dialoguer, donc ça c'est en 2004, comme c'est un peu le cas aujourd'hui au MACT en fait, les œuvres d'art contemporain avec les collections anciennes. Alors moi j'ai toujours gardé un lien évidemment avec la Guadeloupe, et un lien aussi professionnel. Donc mon premier stage il était au musée Saint-John-Perse en première année
année d'école du Louvre. Après, Louis Garrel m'a fait confiance aussi. À un moment, il organisait les 20 ans, une rétrospective des 20 ans d'acquisition du Centre des Arts. Donc il m'a accueilli aussi en stage pour faire ça, pour monter cette exposition-là avec lui. À cette occasion-là, j'ai rencontré Philippe Tomarel, Jocelyn Valton. Donc ce sont des rencontres il y a 20 ans. Et à Göteborg, du coup, donc ce sont des gens que j'ai rencontrés en Guadeloupe, mais avec qui j'ai continué à avoir des liens. Philippe Tomarel, on a continué à avoir des liens à Paris. C'est à ce moment-là aussi qu'en allant dans son atelier à Antony, j'ai rencontré Choc Poane parce que son atelier était à côté. Mais j'ai rencontré aussi des artistes martiniquais comme Jean-François Boclet. Donc c'est vraiment des gens que j'ai rencontré très tôt dans mon parcours, quand j'étais encore vraiment étudiante en première, deuxième année. Et j'ai toujours effectivement gardé un lien sur ce qui se faisait. Et quand je suis partie en Suède pour cette exposition, mon premier souci, ça a été évidemment d'exposer des artistes guadeloupéens. Donc Philippe Tomarel, son installation Métissage schizophrénique, qui est aujourd'hui au MACT, on l'avait exposé à Göteborg en 2004. Et c'était aussi ça qu'on voulait dire en l'exposant en 2020 au MACT, parce que Philippe n'exposait plus cette installation depuis longtemps, et on lui avait déjà demandé au MACT, voilà. Et puis il m'a dit, pour toi je vais la faire, parce que c'est boucler le parcours, en fait, c'est une boucle, et c'est normal vu le parcours de cette installation-là qui n'avait jamais été présentée en Guadeloupe, qu'elle atterrisse au MACT. Alors on s'est dit il va y avoir de la polémique au moment où on l'a présentée, puisqu'on sait bien que ces petites poupées, elles ont un sens, c'est un objet extrêmement intime, et on a été très surpris que personne n'ait rien dit à ce moment-là, et on a été d'autant plus surpris que 9 mois après ça ressorte dans une polémique instrumentalisée politiquement, finalement. Alors bon, ça fait aussi partie, c'est l'art, c'est politique, donc ça fait aussi partie du débat, et c'est aussi une façon de s'approprier une œuvre, mais je pense qu'il va falloir sur cette œuvre-là qu'il y ait plus de dialogue, en fait, parce que très clairement il y a une vraie incompréhension, et c'est une œuvre qui a eu beaucoup de succès en Suède. Quand le musée des cultures du monde de Göteborg a été inauguré, la une dans les journaux, c'était sur l'œuvre de Philippe Tomarel, et donc avec ces liens avec tous ces artistes, ça m'a permis aussi de les mettre en contact avec mes collègues, par exemple Jan-Erik Lundström, qui est un curateur suédois. Il était commissaire de la Biennale de Thessalonique, donc il a invité Jean-François Boclet. Donc voilà, donc ces liens-là, c'est quelque chose qui a toujours continué, c'est un regard que j'ai toujours gardé. Et puis en étant au ministère, j'ai aussi regardé de très près. Évidemment, c'était le moment où se construisait le MACT, où se construisait le parcours, le propos scientifique. Donc moi, je n'y ai pas participé du tout, et je trouve que c'est très sain d'arriver en 2019 en n'ayant pas du tout participé au projet, pour pouvoir justement lui donner un nouveau souffle. Mais évidemment, j'ai regardé tout ça de très près, et puis j'ai regardé la création artistique aussi par rapport à ce qui s'exposait en Guadeloupe, les artistes qui émergeaient. Moi j'ai découvert tes travaux, Samuel, en étant à Paris, en fait, et en fait voilà, il y a des artistes où je me suis dit j'aurais vraiment envie de pouvoir travailler avec eux à un moment ou à un autre, que l'occasion me soit donnée. Et je trouve que justement ce qu'on peut faire de ce projet du MACT, c'est une occasion formidable de travailler avec nos artistes. La nomination en tant que directrice générale du Memorial Act, ça répondait à une sélection assez longue finalement, qui a duré 6 mois, avec plusieurs étapes, donc une présélection de candidats, et puis un jury, et des auditions devant un jury. Voilà, et donc je crois que le recrutement, il était aussi
le choix s'est porté sur ma candidature parce que je suis conservatrice du patrimoine et je crois que ça correspondait aussi à la volonté de mener cette réflexion sur l'évolution du MACT en termes de statut, en tant qu'établissement public de coopération culturelle, mais en tant qu'aussi que cité culturelle qui héberge un musée et donc quelle réflexion on pouvait avoir autour de ça. Donc le fait d'être conservatrice du patrimoine, d'être fonctionnaire d'État, puisque l'État entrait en fait dans le partenariat, le fait d'être spécialiste de collections africaines et des collections de la Caraïbe, d'avoir travaillé sur les patrimoines de l'esclavage quand j'étais au ministère de la Culture où j'ai coordonné un programme qui s'appelait les patrimoines de la traite et de l'esclavage. Le fait d'avoir coordonné ce programme-là, d'avoir travaillé aussi sur l'océan Indien et d'avoir travaillé sur les cultures créoles en quelque sorte et les processus de créolisation, comment ils pouvaient se manifester en fait dans les collections de musées. Donc je crois que ce profil-là a convaincu à ce moment-là le jury. Moi j'ai proposé un projet aussi qui partait d'un constat que la Caraïbe, parce que évidemment le MACT, on doit le concevoir, le projet doit avoir un ancrage local très fort, mais aussi s'intégrer dans un environnement caribéen et puis évidemment avoir une dimension nationale et une dimension internationale. C'est, comme j'ai coutume de le dire, c'est une institution avec laquelle le monde nous regarde et ça c'est vraiment une conscience qu'on doit avoir et c'est dans cette perspective-là qu'on doit développer cette institution-là. Et donc le fait de proposer un projet, de partir de ce constat que dans la Caraïbe, finalement, on a au mètre carré, en proportion de population, un nombre de prix Nobel de littérature assez incroyable. On a 4 prix Nobel de littérature et on a donc en fait cette situation de gens qui créent, on a énormément d'auteurs, de gens qui sont entre deux langues, qui jouent de cet équilibre-là, et cet équilibre-là nourrit en fait leur imaginaire et donne cette magnifique littérature. Et donc cette dimension-là, elle ne pouvait pas être absente d'un projet scientifique et culturel pour le MACT, ce qui lui donnait aussi une dimension originale aussi, parce qu'il faut que l'institution, elle se démarque par ce qu'elle va proposer au public. Et c'est l'occasion pour nous, parce que ce MACT il est très jeune, il a 5 ans maintenant, il a bientôt 6 ans dans un mois. Et là on est en train de redéfinir en fait ce que c'est qu'un musée. Il y a toute une réflexion depuis 2 ans sur ce qu'est un musée au XXIe siècle. Et le MACT il a quelque chose à dire dans cette définition, il a quelque chose à proposer. Et tout ce renouveau autour de l'institution musée, le MACT peut y participer en donnant justement notre vision à nous de ce qu'est un musée pour nous et cette proposition qui nous est propre, elle peut convaincre aussi de façon assez universelle. Donc c'était un peu ça l'objet, de réfléchir à ça avec une dimension linguistique et littéraire très très forte, parce qu'aussi cette mémoire de l'esclavage, elle passe très peu finalement par des collections, par des objets, par du matériel, elle passe avant tout par de l'immatériel et elle passe aussi beaucoup dans toute cette littérature. C'est les premiers témoignages, on passe finalement des archives à la littérature. C'est par la littérature que nous abordons en fait cette histoire-là pratiquement en premier. Donc le projet en fait était autour de ça et s'intitule La mer et histoire. C'est un poème d'Eric Walcott qui est donc un des prix Nobel caribéens et ce poème en fait
justement replace en fait la mer et cette question de la traversée au cœur de la fondation de ces sociétés de plantation, ce qui, à mon sens, manque un peu dans l'exposition permanente. On ne commence pas par le Middle Passage, la traversée transatlantique dans l'exposition permanente, et c'est un moment très très fort, finalement c'est un moment fondateur. Donc c'est cette idée-là que la cale du bateau, c'est quelque chose dans nos proverbes, c'est dans nos chansons, dans notre carnaval, la cale du bateau, c'est quelque chose de métaphoriquement très très important, et quelque chose se construit, se façonne dans la cale du bateau et donne ces sociétés. Et c'est pour ça aussi que le premier programme qu'on a développé, Jade en nous, faisait référence justement à cette déshumanisation de la cale du bateau et à cette réhumanisation finalement sur le sol même de l'île Guadeloupe, dans ces jardins, dans ces jardins créoles, dans ces plantations, dans ces espaces de liberté pour la personne mise en esclavage. Donc voilà un petit peu en gros la philosophie du projet. Après il se décline en un certain nombre d'opérations en réalité, et le mot phrasé c'est cette opération qui est dédiée à la fois à l'exposition permanente, nous permettre de la renouveler, nous permettre d'en faire quelque chose qui soit en évolution permanente justement, que ce soit pas quelque chose de figé, et nous permettre de faire intervenir les artistes dans l'exposition permanente, parce qu'il y a un nombre d'artistes qui ont été sélectionnés, choisis au moment où cette exposition a été montée, mais beaucoup d'autres artistes ont des choses aussi à dire, travaillent sur ces questions-là, travaillent sur les conséquences en fait aussi de l'esclavage, les conséquences contemporaines de l'esclavage. Donc moi je pense à tes productions, et c'était dans cette veine-là aussi qu'on a proposé cette résidence à Ronald Cyril, et qu'on avait pensé en fait exposer ses œuvres dans cette dans cette colonne vertébrale en fait de l'exposition permanente qui est cette galerie en gros du temps, et que je crois les artistes doivent beaucoup plus réinvestir, parce que finalement qu'est-ce qu'il y avait dans cette galerie? Des murs gris et des calcomanies de portraits qui n'étaient pas de portraits imaginaires de personnalités. Donc c'était pas vraiment rendre hommage justement à ces personnages illustres, et je crois qu'au contraire c'est un projet avec les artistes qui va permettre de rendre un vrai hommage. Et je crois que les artistes doivent pouvoir investir cet espace de l'exposition permanente et faire dialoguer leur création avec ce qui est montré, ce qui est fixe. Et donc ce mot phrasé, c'est une carte blanche qu'on donne aux artistes par le biais d'une résidence. Voilà, donc ça c'est une des opérations. Mais l'autre chose aussi, c'est qu'on se rend compte que 90% du public du MACT, on a fait la première étude de public du MACT là à l'occasion en 2020, et c'est un public touristique, on en avait l'intuition, mais ça a été là vérifié par des chiffres. Or on est dans une institution mémorielle, donc les premiers concernés, les premiers porteurs de cette mémoire ne viennent pas au MACT pour beaucoup de raisons qu'on sait, idéologiques, parce que ça ne correspond pas, parce qu'ils n'ont pas été consultés tout simplement. Et du coup ce désamour de MACT, c'est sur ça aussi que le projet voulait travailler avec le MACT Andero, et l'idée était de déplacer le MACT, d'avoir un MACT mobile qui se déplace de commune en commune à la rencontre des Guadeloupéens. Donc il y a un certain nombre d'opérations comme ça dans le projet. Et le travail avec les artistes, il est fondamental. On a aussi lancé l'opération La Ligne Éclairée. Alors ça, c'est une opération, parce qu'il faut aussi réagir finalement à l'actualité, au contexte. Et donc le contexte de la pandémie nous a imposé une fermeture très longue l'année dernière, de 3-4 mois. Et à la réouverture, il nous a semblé fondamental de remercier le personnel
des hôpitaux, de l'hôpital, qui s'étaient sacrifiés pendant ces mois de confinement. Et donc on a fait ce La Ligne éclairée, qui était des visites privées, avec à la fin de l'exposition une surprise où là on faisait intervenir un autre type d'artistes, donc du spectacle vivant, des danseurs, des musiciens, et qui eux aussi, il y a eu de très très beaux moments, et que ce soit de la musique contemporaine, de la musique traditionnelle, chacun à leur manière se sont approprié l'exposition permanente. Et donc on a découvert aussi d'autres possibilités pour cette exposition permanente. Et donc les artistes plastiques, les plasticiens évidemment, mais aussi le spectacle vivant. Le MAC, ça doit être une institution qui doit aussi participer au soutien à la création, et c'est aussi ce qu'on fait par les résidences pour les plasticiens, mais qu'on a aussi voulu faire par des résidences de création dans le domaine du théâtre, et le projet Parole à Patrick et une résidence donc un projet créé, une production MAC complètement, qui a permis aussi de faire travailler une dizaine d'artistes, musiciens et comédiens dans son moment de crise en fait, pour le monde du spectacle. Et c'est le rôle de l'institution, c'est le rôle de l'institution de produire et puis aussi d'aider à rayonner, à partir ailleurs. L'institution doit être un tremplin pour nos artistes. Et c'est aussi dans cette perspective-là qu'on a commencé à faire un répertoire d'une forme assez spécifique qui était vraiment d'aller dans les ateliers, de discuter avec les artistes, d'avoir des petits films et donc d'avoir cette espèce de répertoire audiovisuel qui nous permettent aussi de travailler après avec nos partenaires à l'international.